Donc on commence avec donc la séance d'aujourd'hui plutôt sera sur la dynamique des fluides, donc un chapitre bien dense. On va essayer de vous synthétiser aujourd'hui. Donc ça c'est nos Wati Instagram. Donc n'hésitez pas à faire des captures d'écran, on vous le remettra en fin de diapo. Mais voilà, c'est une petite exclue qu'on vous donne. Alors on va commencer par des petites notions générales. Donc des petites définitions. Qu'est-ce qu'un fluide parfait? Donc un fluide parfait, on va y négliger les forces de frottement. On ne prend pas en compte les phénomènes de viscosité. Donc le phénomène de viscosité, c'est en lien avec les forces de frottement. Et la vitesse va être constante sur toute la paroi. Donc ça, c'est un fluide parfait. Donc dans la dynamique des fluides, vous comprendrez bien que ce sont des fluides qui sont en mouvement, à opposer avec la statique des fluides. Un fluide réel, il faut tenir compte des forces de frottement, donc de la viscosité. Et donc il y aura un gradient de vitesse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la même vitesse sur une même section. C'est-à-dire qu'il y aura une vitesse qui sera nulle au niveau des parois, due au frottement, et une vitesse maximale qui sera au centre. Alors je ne sais pas si vous voyez, il y a un joli petit dessin là. Je suis pas sûr que vous le voyez, mais ça montre justement que dans un fluide parfait, les vitesses sont toutes égales, même au niveau des parois, alors que pour un fluide réel, V égale 0 au niveau des parois. Alors une ligne de courant, c'est la trajectoire suivie par un volume infinitésimal, donc c'est une toute petite ligne de molécules, enfin de fluide, donc du fluide au cours de son écoulement. Il voit pas bien le dessin. Est-ce qu'on peut prendre ton ordi juste et l'approcher pour Oui, on revoir va le vous dessin? approcher. Alors, Est-ce que est-ce vous que vous voyez voyez? mieux? Dites-nous dans le chat le Sinon, dessin. je vous le fais, je vous le dessine sur le diapo. Ce sera peut-être un peu plus simple. Est-ce que vous voyez bien? Prends ça pour un Dis-nous. nom. Ah non, Non, pas mais trop. On va vous le faire. je vous le dessine. Toi, tu voyais bien. Alors, Oui. donc, écran blanc, un petit stylet. C'est parti. Donc en fait, on a une, si ça va bien, voilà, donc ça c'est une section de plan. Et dans un fluide parfait, on aura toujours la même vitesse sur toute la section. Vous voyez quand je dessine? Ouais. Et ensuite, pour un fluide réel, on aura une vitesse qui sera maximale au centre, où il y aura moins de frottement, et par contre, au niveau des parois, on aura une vitesse nulle, donc qui va diminuer plus on se rapproche des parois, à cause des forces de frottement, donc ça fera une sorte de petite parabole comme ça. Est-ce que vous comprenez que je vous explique? En fait, c'était ça le dessin. Juste pour vous montrer que dans un fluide réel, il y a des forces de frottement. Yes. Allez, super. On va retourner en mode diapo. Voilà. Donc maintenant, la ligne de courant, il ne faut pas la confondre avec un tube de courant. Un tube de courant, en fait, c'est l'ensemble des lignes de courant qui vont s'appuyer sur un contour fermé. Donc en fait, un tube de courant, c'est l'ensemble des lignes de courant. Le professeur Duroux, il aime bien faire ce petit distinguo-là. Il faut bien comprendre deux écoulements différents. L'écoulement laminaire, où les lignes de courant, elles sont parallèles et elles ne se coupent pas, à opposer avec le turbulent, où là, les lignes de courant vont s'entrecroiser. Donc écoulement laminaire et turbulent, bien comprendre, bien savoir les différencier, pardon. Maintenant, l'équation de continuité. C'est basé sur le principe de conservation de masse au cours du déplacement, c'est-à-dire que, alors, il me semble qu'on a voilà, cette petite équation qui vous semble barbare, mais en fait ça veut dire que dans un même intervalle de temps, il y aura la même masse de fluide qui va se déplacer. Donc on aura dm sur dt au point 1 qui sera la même au point 2. Vous savez que m c'est ρ fois v, et vous savez que v c'est la surface fois la distance. Et en simplifiant ici par dt, on obtient le débit massique, donc dqm, qui vaut ρ fois s fois la vitesse, et qui est égal en tout point dans un tube de courant. Donc ça, c'est une formule à connaître. Et celle qu'on utilise assez souvent en dynamique des fluides, donc avec le 100, c'est celle-ci, celle du débit volumique. Pour un fluide incompressible, donc qui est le cas d'un liquide, la masse volumique est la même en tout point dans le tube de courant. C'est en général l'exemple qu'on comprendra, c'est l'exemple du sang, qu'on va travailler dans un vaisseau, qu'on va considérer comme un tube de courant, avec du sang à l'intérieur, où la masse volumique est la même quel que soit le point. Et donc, dm qu'on divise par dt, qu'on divise aussi par la masse volumique qui est identique ici, dans les deux points, elle est identique, donc vous obtenez dv sur dt, vu que vous savez que m sur ρ, ça vaut v, et ça vous donne ds fois la vitesse au point 1, qui est la même que ds fois la vitesse au point 2, et ça vous donne le débit volumique. Donc la différence entre le débit volumique et le débit massique,
c'est la masse volumique. Pour les fluides parfaits, QV, donc ce débit volumique, c'est égal à la surface fois la vitesse, qui est constante. Mais pour les fluides réels, il faut bien faire attention, avec les forces de frottement, on prendra la vitesse moyenne, vu qu'il n'y a pas une même vitesse sur toute la section. Donc on prendra la vitesse moyenne. Le professeur Duroux vous fera les démonstrations en cours. Pour les fluides réels, donc la vitesse au centre et sur les parois sont différentes, c'est pour ça qu'on prend la vitesse moyenne. Et il faut bien faire attention, parce que le débit massique, c'est pour tous les fluides. L'équation du débit massique, elle est valable pour tous les fluides, alors que le débit volumique, c'est écrit là, c'est que pour les liquides. Donc ça ne marche pas du tout pour les gaz. Ça, il faut bien faire attention. Maintenant, on va passer à l'équation de Bernoulli. Alors l'équation de Bernoulli, elle va se baser cette fois sur la conservation de l'énergie totale, c'est-à-dire que la même masse dm, transportée entre le point 1 et le point B, donc ça transportera justement la même énergie. Donc l'énergie, elle va se décomposer en 3 parties. Donc là, c'est une équation qui peut vous paraître barbare, mais au fur et à mesure, vous allez l'utiliser énormément et vous allez voir que vous allez l'apprendre très facilement. Donc il y a F fois dx. Ce terme-là correspond au travail des forces de pression. dm fois g fois s, c'est l'énergie potentielle que vous avez vue au lycée. mgz, c'est l'énergie potentielle et que vous opposiez souvent avec l'énergie cinétique, 1/2 de mv carré. Donc ça, c'est les 3 composantes de l'équation de Bernoulli. Et on va la simplifier en divisant de part et d'autre par le volume. On divise tout ça par le volume, et une énergie qu'on divise par un volume, ça nous donne des pressions. Donc ça vous donne l'équation de Bernoulli en termes de pression, et celle-là, il faut que vous la connaissiez par cœur, parce que c'est celle qu'on utilise tout le temps. Celle-là, on l'utilise un peu moins, et celle-là, par contre, on l'utilise tout le temps. Donc en fait, quand on divise une énergie par un volume, on obtient une pression. On divise dm par des volumes, ça donne une masse volumique, et donc tous les dm, vous les remplacez par des ρ. Est-ce que c'est bon pour vous pour cette équation de Bernoulli? Donc c'est vraiment, le professeur Duroux vous fera la démonstration en cours, ça il s'étalera sur un petit moment pour la faire. Mais voilà, il faut surtout retenir celle-là pour l'instant, la démonstration n'a malheureusement pas le temps de la faire. Est-ce que c'est bon pour vous? N'hésitez pas à en démuter vos micros pour parler, il n'y a pas de souci, hein. Ok. Ah, nickel. Merci, Quentin. Donc maintenant, un petit point de vocabulaire. Donc, il faut faire la différence entre une sténose et un anévrisme. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en pratique médicale. Donc ça, ce qui est bien dans ce cours, c'est qu'on applique justement aux pratiques médicales. Donc une sténose ou une thrombose, c'est une diminution de la section d'un vaisseau. Donc, par exemple, ça peut être une plaque d'athérome, par exemple, une plaque graisseuse, qui va diminuer la section du vaisseau. Donc ça, c'est une sténose. Au contraire, l'anévrisme, c'est une augmentation de la section d'un vaisseau. Donc, par exemple, une sorte de boursouflure au sein du vaisseau. Donc ça, il faut bien comprendre la différence entre anévrisme, sténose et thrombose. Maintenant, on a un petit exercice, donc avec un énoncé bien long, mais on va surtout s'intéresser aux données. Vous avez la vitesse physiologique, la vitesse pathologique, un diamètre physiologique qui vous est donné du vaisseau, la pression sanguine au niveau de l'artère axillaire qui est physiologique, la masse volumique ρ, la constante de gravitation qu'on vous donne 10, et l'artère, on l'assimile à un cylindre qui est creux. Donc on va faire la partie guidée. Alors, déterminer la surface et le diamètre pathologique de l'artère axillaire. Alors, comment on fait? Un anévrisme, il faut bien savoir que c'est une augmentation de la surface. Donc ça, c'est la définition de l'anévrisme. Un petit mot mémotechnique. Anévrisme, ça commence par un A comme augmentation. Ça, comme ça, vous vous en souvenez. Et du coup, par opposition, la sténose, c'est une diminution de surface. Donc, d'après ce qu'on veut calculer une surface, et on nous donne dans l'énoncé les vitesses pathologiques et physiologiques. Il y a une relation qu'on a vue tout à l'heure dans le cours, c'est l'équation de continuité. C'est que S, la surface fois la vitesse au point 1, c'est la même que la surface fois la vitesse au point 2. Je vais vous la laisser un petit peu, vu que celle-là, elle est importante. Donc ça, équation de continuité, S1 fois V1 égale à S2 fois V2. Donc on va remplacer par la surface, donc la surface d'un disque, c'est la surface de la section. C'est égal à pi fois r au carré, donc la surface c'est pi r carré, que vous multipliez par la vitesse, et pi r2 carré fois v2.
Donc là, on va chercher à isoler le rayon, vu qu'on nous demandait le diamètre dans l'énoncé. Et donc on isole ce qu'on cherche. On cherche le diamètre pathologique, donc on va isoler le rayon, vu qu'on n'a pas moyen ici d'isoler le diamètre. Donc on isole le rayon en divisant ici par pi V2. Et ensuite on fait la racine carrée de tout ça. Vu que c'est au carré, on fait la racine carrée. Et on fait notre petite application numérique. Est-ce que vous avez eu le temps? Parce que je suis peut-être allé je suis un peu passé vite sur la diapo d'avant. Est-ce que vous voulez que je remette la diapo d'avant? Non, c'est bon, perso. Bon, bah très bien. Donc, la petite application numérique, on prend donc, du coup, on va la reprendre. Donc, c'est R1 au carré. Donc, on prend le rayon au carré, on met bien le rayon en mètres, hein, toujours cette histoire d'homogénéité, qu'on multiplie par la vitesse, qu'on divise ensuite par l'autre vitesse. Donc, la vitesse ici pathologique et ici la vitesse physiologique. Et on obtient 8,49 mm. Donc, ça, c'est le rayon. Vous multipliez par 2 ensuite pour obtenir le diamètre. Donc là, il faut bien faire attention à prendre le rayon, vu que ça, le professeur Duroux, il aime bien faire le piège, de mettre diamètre à la place de rayon. Donc ça, faites bien attention, et on fait bien attention à convertir en mètres. Ensuite, maintenant qu'on a trouvé le rayon pathologique, on fait donc pi fois R2 au carré, et on obtient la surface qui vaut 2,26 fois 10 moins 4 mètres carrés, et ça donne 2,26 cm carrés. Maintenant, on doit déterminer la pression pathologique au niveau de l'anévrisme. Là, on veut la pression, et il n'y a qu'une seule équation où on retrouve la pression dedans, c'est l'équation de Bernoulli. Donc là, vu qu'on veut une pression, on va écrire l'équation de Bernoulli en termes de pression. Donc ça, c'est l'équation de Bernoulli en termes de pression. On a l'impression qu'elle est barbare, mais au fur et à mesure des exercices, ça va aller tout seul. Donc on va considérer que le 1, c'est le point physiologique, et le 2, le point pathologique. Donc on veut isoler la pression pathologique, donc on veut isoler P2. En réseau de l'augmentation de la surface, donc on constate une augmentation de la pression. Alors ça, on le reverra par la suite, c'est l'effet Venturi qu'on est après dans le cours. Donc ça, cette phrase, vous allez la comprendre tout à l'heure. En fait, quand il y a une augmentation de surface, il y a une augmentation de pression. Je ne m'attarde pas dessus, vous le verrez ça après tout à l'heure. Donc on isole le P2. Donc P2, ça nous donne P1 plus ρg Z1 moins Z2 plus 1 demi de ρ fois V1 carré moins V2 carré. C'est des factorisations ici, tout simplement. Donc là, on nous disait que le patient il était allongé. Donc ça, il faut bien faire attention. Quand on vous dit dans l'INSEE que le patient il est allongé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de hauteur en termes de vaisseau. Donc en fait, l'énergie potentielle, vous voyez ça en terminale, c'était pardon, l'énergie potentielle, c'est l'énergie d'un fluide qui est en hauteur, qui va descendre, et ça, c'est son énergie potentielle. Là, vu qu'on est à la même hauteur, il n'y a plus cette énergie potentielle, donc Z1 moins Z2, ça vaut 0. Donc ce terme-là, il ne sert plus à rien. Donc on obtient que P2 c'est égal à P1 plus 1 demi de ρ fois V1 carré moins V2 carré. On fait notre application numérique et on obtient une pression pathologique de 14 012 pascal. Donc vous voyez, il y a eu une augmentation de pression. Maintenant, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous avez des questions avant, pardon? Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la suite? Ça écrit, ça écrit. Est-ce que tu peux remettre le calcul? Celui-là? Bon, allez, je le laisse un petit peu et après, je vous laisse faire. Et après, je vous montre l'énoncé, oui, bien sûr. Bon, je pense que c'est bon. Alors, excellente question, ça. On va chercher et on te dit ça. De toute façon, on vous met l'énoncé ici. Ah bon, bah voilà, c'est bon. Bon, bah vous avez jusqu'à 25.
Est-ce que vous avez fini, les enfants? Les enfants, je suis vraiment votre daron. T'as un nom de Les plus enfants de que ton moi. âge. Voilà, ouais, les enfants. Qu'est-ce que ça dit? T'as dit quoi là? Ah, vous n'avez pas fini dans l'ensemble. On vous laisse encore, bon, allez, 2 minutes, 1 minute et demie. Soyons fous. Bon, allez, on va y retourner. Donc là, dans cet énoncé, c'était un caillot dans la veine poplitée. Donc ça, il fallait que vous en déduisiez qu'il s'agissait d'une sténose. On a le diamètre de la veine qui est physiologique, donc 8 mm. La vitesse physiologique de 0,18. Ah oui, c'est vrai, ça s'est fait barrer, ça. Bon, c'est pas grave. La pression dans la veine saine est de 12 kPa et la masse volumique du sang est de 1020 kg par mètre cube. On vous demandait d'abord de déterminer la vitesse du sang dans la sténose. Et ensuite, on veut déterminer la pression dans cette veine. Donc, pour déterminer la vitesse, on va utiliser encore une fois l'équation de continuité. S fois V au point 1 égale à S fois V au point 2. Je vais souffler, je sais pas pourquoi. On isole la vitesse recherchée. Donc, on recherche la vitesse pathologique donc au point de la sténose, donc V2. On va l'isoler. V2 égale S1 fois V1 sur S2. Et on nous dit dans l'énoncé aussi que, ça c'était important, que le caillot va diminuer de moitié la surface de la veine. Donc c'est-à-dire que S1 sur S2, c'est égal à 2. Donc là on a S1 sur S2, donc en fait V2, c'est égal à 2 fois V1. Donc S2 égale à 2 fois V1 d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, à l'instant. On connaît la vitesse physiologique qui est de 0,18 mètres par seconde et on obtient donc 0,36 mètres par seconde. Maintenant, la pression dans la veine sténosée, et on nous dit que le patient est allongé. Encore une fois, le patient est allongé, donc le terme d'énergie potentielle, il est nul, donc Z1 moins Z2 égale 0. Enfin, puisque Z1 moins Z2 égale 0. On se sert de cette équation de Bernoulli pour chercher la pression, c'est toujours l'équation de Bernoulli. On veut la pression dans la veine sténosée, donc la pression pathologique, donc P2. On sait donc que ρGZ1 et ρGZ2 vont s'annuler. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et donc P2, c'est égal à P1 plus ρGZ1 moins Z2. Donc ça s'annule. Plus un demi de ρ fois V1 au carré moins V2 au carré. Et puisque Z1 moins Z2 égale 0, ça s'en va. On connaissait P1 qu'on nous donnait dans l'énoncé, 12 kPa, on convertit bien en pascal. Ensuite, donc ici 0, plus un demi de ρ, donc 1020 kg par mètre cube, et les vitesses. Ici, la vitesse physiologique et la vitesse pathologique qu'on a calculée précédemment. On n'oublie pas de les mettre au carré, piège assez récurrent. Et donc, on obtient 11 950 pascal. Et il me semble que... Donc, il y a le petit moyen mémotechnique SVP qu'on va vous dire juste après, c'est en rapport avec l'effet Venturi. Donc, ça, c'est écoulement milieu poreux. Je vous laisse juste un petit peu le résultat ici. Donc, 11 950 pascal. Et là, je vous laisse avec Léa. Attends. Oula, oula, oula. Ok, est-ce que c'est bon pour le calcul ou vous voulez qu'on vous laisse plus de temps pour corriger? Non.
Est-ce que C'est bon? c'est bon. Oui, Ok. c'est Bon, mais nickel, on passe à la suite alors. Ok, donc maintenant on va parler de l'écoulement en milieu poreux. Donc un milieu poreux, qu'est-ce que c'est? C'est un milieu solide renfermant une multitude de petits espaces communiquant entre eux. Donc par exemple, ça peut être le sable ou la terre. Donc là, dans cette notion-là, il y a l'équation de Darcy, donc qui est égale à la vitesse moyenne, qui est égale donc à moins les coefficients de perméabilité caractéristiques de la couche poreuse en mètres carrés, donc c'est le B, sur la viscosité multiplié par la fraction de la pression statique en pascal, donc il faut bien faire attention en pascal, et sur une distance. Donc du coup, on passe direct à l'exo parce que c'est juste l'application de l'équation de Darcy. Donc, attends, combien on en laisse? Ok, donc on vous laisse 3 minutes pour faire cet exo. Ok, du coup, on va corriger. C'est bon pour vous? Yes, ok, ça roule. On y va. Donc d'abord, il fallait calculer la vitesse moyenne du liquide. Donc on utilise l'équation de Darcy. Donc on fait l'application de lui. N'oubliez surtout pas le petit moins là. Donc voilà, dans le B, il était donné dans l'énoncé. Donc voilà, on applique bien tous les chiffres et on obtenait donc 0,036 mètres par seconde moins 1. Et donc la vitesse moyenne du liquide était donc de ça. Et donc faire bien attention à toute l'homogénéité des unités, etc. Donc là, il n'y avait pas de conversion à faire. Donc quel est le coefficient de perméabilité B du milieu? Donc on a un écoulement en milieu poreux, ainsi on sait qu'on utilise la loi de Darcy. Donc là, notre but est de trouver la valeur de B. Du coup, on va l'isoler dans la formule. Donc pour ça, on fait passer de l'autre côté. On obtient cette formule ici.
et on fait l'application numérique. Et combien vous avez trouvé? Dites-moi dans le chat pour savoir. Ou dans le micro. Combien vous avez trouvé pour B? Vous n'avez pas trouvé? Oui. Hop là. Coup dur. Vous avez rien trouvé pour B? Bon. Justine, un petit chiffre? Non. Non. Notre seul espoir. Ouais, s'il te plaît. Bon, je vais vous... Ah, non, c'est que j'avais pas fait l'application numérique des OMDR. Ok, bon, mais tant pis. Bon, du coup, le résultat, c'était 6,667 fois 10 puissance moins 8 mètres carrés. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer à une autre notion, c'est une mesure de débit et donc plus particulièrement l'effet Venturi. Donc, avec l'équation suivante, donc la surface fois une vitesse, c'est une constante, donc c'est-à-dire la vitesse 2 fois la vitesse 2, c'est une égalité. Donc, si la section augmente, la vitesse, elle diminue. Donc, voilà, donc ça, c'est le moyen mémotechnique hyper utilisé. Donc, SVP, et donc vous voyez que, hop, la surface, elle varie toujours de la même façon que la pression, et la vitesse, elle varie en sens inverse, tout le temps. Donc, de plus, grâce à l'équation de Bernoulli, donc, que vous a présenté Tom, dans un tube horizontal, donc on néglige Z, c'est-à-dire l'énergie potentielle. Donc, si la vitesse, elle augmente, alors la pression, elle diminue. Ok, donc là, il y a direct un exercice qui applique cette loi. On vous laisse les autres 5 minutes. Ouais, 3, ouais. Si vous avez fini avant. Vous mettez un message. Ouais. C'est juste ça. Ouais, voilà. Il vous suffit juste de remplir les pointillés. Ok, donc on va corriger. Donc, S2, vous avez trouvé inférieur ou supérieur à S1? Très compliqué. Supérieur. Ben non, du coup, c'est inférieur, en fait. Parce que là, regardez. Là, vous voyez bien que là, il y a une espèce comme une sténose, on peut dire. Là, si vous mettez à l'échelle d'un vaisseau, ça pourrait être une plaque d'athérome. Athérosclérose, ouais, voilà. Une plaque d'athérosclérose, c'est juste des choix de dire. Donc voilà. Et en fait, donc là, vous voyez bien que la surface S2, elle est beaucoup plus petite, en fait. Étant donné que là, il y a une excroissance. Voilà, donc le S2 est bien inférieur à S1. Du coup, la vitesse, vous avez... Oula. Je pensais que ça allait... Ah, ok. Donc voilà, donc là, vous avez pour cet exo, vous avez bien utilisé ce moyen mémotechnique-là. Hop. Donc ce qui signifie si la surface est diminue, la vitesse augmente et la pression diminue. Et inversement, donc si la surface, elle augmente, la vitesse diminue et la pression augmente. Ok, donc S1 était bien, S2 est inférieur à S1. Du coup, V22 est supérieur à V21. La pression en P22, elle est inférieure en P21, du coup, SVP. Et pour S3, c'était l'inverse. Du coup, S3, c'était dans le cas d'un anévrisme, par exemple. Donc là, la surface, elle était beaucoup plus grande que S1.
Du coup, de ce fait, la vitesse, elle diminue et la pression, elle augmente. Donc P de 3 supérieur à P de 1. Voilà. Je vous relaisse avec Tom. Allez, recoucou les loulous. Alors là, on va passer au nombre de Reynolds. Ça, c'est une partie que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait une formule. C'était un pur plaisir. Donc le nombre de Reynolds, ça permet en fait de caractériser le flux. Donc le nombre de Reynolds, il se symbolise RE, c'est égal à la masse volumique fois la vitesse moyenne du fluide fois le diamètre moyen des pores sur la viscosité. Bon voilà, c'est ce que je viens de dire. Masse volumique, vitesse moyenne, diamètre moyen des pores ou de la conduite et la viscosité du flux. Donc la viscosité en pascal seconde. Et après les unités, celles-là, vous les connaissez. Et ça, très important, le nombre de Reynolds, il n'a pas d'unité. On l'avait dit dans la première séance, en analyse dimensionnelle, le nombre de Reynolds n'a pas d'unité, c'est très important. Le tutorat aime bien faire des petits pièges dessus en colle, et même le professeur Duroux fait quelquefois des pièges dessus, donc très important. Si le nombre de Reynolds, vous trouvez un nombre de Reynolds inférieur à 2300, on est dans un régime laminaire. Donc régime laminaire, on l'a dit au tout début, c'est là où les lignes de courant, elles sont parallèles et elles ne se coupent pas. S'il est supérieur à 4000, par contre, les lignes elles se coupent, c'est anarchique et c'est donc un régime qui est turbulent. Et après, il y a aussi un petit, dans un milieu poreux, si vous avez un nombre de Reynolds qui est inférieur à 10, dans un milieu poreux, attention, et bien là, on est dans un régime laminaire. Voilà, donc ça, c'est les trois choses qu'il faut savoir. Et donc là, les petits régimes d'écoulement. Donc dans le cas d'un fluide parfait, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de viscosité, on a un écoulement qui est unidimensionnel et une vitesse uniforme dans une section. Donc c'est ce qu'on vous a dessiné tout à l'heure. C'est une section, les vitesses sont toutes les mêmes, donc c'est un écoulement qui se fait en une seule dimension, vu que en fait, le fluide il se déplace en ligne droite, entre guillemets. Et dans le cas d'un fluide réel, il faut prendre en compte la viscosité. Donc il y a une variation de la vitesse entre le centre et la paroi due au frottement. Si on est dans le cas d'un fluide réel avec de faibles vitesses, on peut atteindre un régime laminaire, donc sans que les lignes de courant ne se coupent, et on aura une distribution qui est parabolique des vitesses. Il me semble qu'on a un petit schéma, voilà. Ici, on a une vitesse parabolique, une répartition parabolique des vitesses, et quand on est dans des... Eh oui, pardon. Et dans un régime laminaire, il faut savoir que la vitesse moyenne, c'est la vitesse maximale divisée par 2. Ça aussi, c'est une petite formule à connaître, et le professeur Duroux vous la démontrera en cours. Par contre, pour des fortes vitesses, on va avoir un régime turbulent. Par exemple, quand vous ouvrez votre robinet à balles, bah, toutes les lignes de courant vont se couper, et donc ça va donner... Donc les lignes de courant ne sont plus parallèles, et la distribution des vitesses, par contre, elle va être plus homogène. Donc en fait, ça va faire quelque chose de relativement aléatoire, et ça va vous donner des vitesses qui seront un peu mieux réparties sur la section droite. Et dans ce cas-là, pour un régime turbulent, la vitesse moyenne, elle est comprise entre 0,75 fois ou 0,85 fois la vitesse maximale. Voilà. Donc maintenant, à vous de jouer pour le petit exercice. Et vous avez combien? 5 minutes.
Est-ce que vous avez déjà fini ou il vous faut encore un peu plus de temps? Oui. Oui? Oh bah nickel. Deux. Alors, donc on avait plein de petites données. Donc on vous donnait tout, fallait juste appliquer la formule. Donc le nombre de Reynolds, c'est ρ fois la vitesse moyenne fois le diamètre des pores qu'on divise par la viscosité. Là, attention, vous donnez le rayon, donc on pense bien à multiplier par 2. Application numérique, donc ici on a 40 microns, donc on fait fois 80 microns, on multiplie par 2, on homogénéise bien toutes les valeurs, on obtient un nombre de Reynolds de 4505 et pas d'unité. Donc, qu'est-ce que c'est ce régime? Est-ce que vous pouvez me le dire? Ouais, c'est un régime turbulent parce que c'est supérieur à 4000. Donc ça, très bien. Donc ça, c'est Benjamin, il n'a pas réussi à faire un régime laminaire parce qu'il est nul. Ensuite, je plaisante sur Benjamin si tu nous regardes. Maintenant, Wissou, donc Team Cole, bien sûr, elle arrive à faire un régime laminaire, forcément. Et maintenant, on veut trouver la vitesse de cet écoulement. On veut la vitesse maximale de cet écoulement. Attention, j'ai fait un petit piège ici. C'est pas vitesse moyenne, c'est vitesse maximale. On est dans un régime laminaire. On vous le dit dans l'énoncé. Donc la vitesse moyenne, c'est la vitesse maximale divisée par 2. Avec la formule du nombre de Reynolds, vous avez calculé la vitesse moyenne. Et pour avoir la vitesse maximale, vous faites tout simplement x2. Donc, on isole à partir de la formule du nombre de Reynolds la vitesse moyenne. Et on obtient la vitesse moyenne, c'est le nombre de Reynolds fois la viscosité sur la masse volumique fois le diamètre. Maintenant, une petite application numérique, on obtient la vitesse moyenne qui vaut 18 mètres par seconde. On fait bien attention, encore une fois, à l'homogénéité de toutes les unités. Et on obtient une vitesse maximale, donc fois 2, ça fait 36 mètres par seconde. Voilà, donc là, c'est la loi de Poiseuille. Je vous laisse avec Clémentine. Attends, une question. Ah, Est-ce que vous avez des questions? J'ai même pas posé la question, en effet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. J'ai complètement zappé, en effet. Bon. N'hésitez pas si vous voulez qu'on revienne sur un truc, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, même si c'est pour écrire et tout. Salut la team, du coup. Si c'est pour écrire et tout, vous me dites, on a le chat à côté et on voit tout. Donc, du coup, la loi de Poiseuille. Alors, donc la loi de Poiseuille, elle s'applique pour un écoulement qui est laminaire. Donc maintenant, vous commencez à être calé là-dessus. Et dans un fluide réel. Du coup, vous allez avoir vos vitesses qui vont pas être uniformes. On a donc la Vmax qui est au centre. Vous vous rappelez du schéma que Tom vous a fait tout à l'heure. Et la vitesse égale 0 au niveau des parois. Hop. Donc comme les vitesses ne sont pas constantes dans votre tube, on ne peut pas appliquer le débit volumique égale vitesse fois surface. Du coup, comme on ne peut pas l'appliquer, on va appliquer la loi de Poiseuille. Et donc la loi de Poiseuille, c'est ça. Donc c'est une formule à connaître. Donc c'est le débit volumique, je vais vous mettre les unités, voilà, qui va être égal à pi R4, donc le rayon en mètres, fois delta P, c'est la différence de pression en pascal, sur 8 mu la viscosité en pascal seconde. Vous savez toujours, enfin voilà, on fait bien gaffe qu'il n'y ait pas un S-1, là c'est pascal seconde, et fois L, la longueur du capillaire, donc en mètres. Donc voilà, c'est juste ça la loi de Poiseuille, c'est une formule. Du coup, vous avez un exo, vous avez 3 minutes.
Est-ce que vous avez fini ou est-ce que vous voulez un peu plus de temps? Comme c'est de l'appli de formule, peut-être que ça va vite, je me rends pas trop compte. Dites-nous dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, peut-être que vous êtes concentrés, pardon. C'est C'est bon? bon. C'est bon? Ah. Bon, on dirait que c'est bon pour la plupart. Justine, j'attends ta réponse. Toujours, c'est juste. Ouais, Justine, c'est toujours... On t'attend, on t'attend. Ne me dis pas que t'as pas fait l'application de formule, hein. Non, du coup, mais c'est... Ah mince, non, mais vas-y, on laisse, Vas-y, on on laisse attend, alors. un petit peu, une minute. Pas de souci. Coucou. Du coup, c'est bon, là? Pour tous? Ouais. On Il a a dit fini le micro. un Raoul Junior. Bon, je vais y aller parce que je pense que vous êtes pas mal à avoir fini. Alors, du coup, si votre débit volumique sanguin est supérieur à 10-15, vous serez immunisé contre le Covid. Donc, on vous donnez les données. Donc, dans un capillaire long de 5 cm, avec un diamètre de 8 micromètres, pardon. L'écoulement est laminaire, parce qu'on a vu que la loi de Poiseuille, c'est que dans un écoulement laminaire pour les fluides réels. On calcule la différence de pression qui va être de 130 kPa. Et la viscosité, on vous la donne aussi 2,5 pascal seconde. Du coup, d'abord, quel est le débit volumique du sang dans ce capillaire et est-ce qu'on va être immunisé en fonction du résultat? Du coup, donc d'abord, pour calculer le débit volumique, on utilise la loi de Poiseuille, c'est ce qu'on vient de voir dans un régime laminaire. Donc la loi de Poiseuille, je vous la remets, débit volumique égale pi R4 fois delta P sur 8 mu L. Donc avec R le rayon, bon ça on vient de le voir, L la longueur en mètres, la viscosité en pascal seconde et delta P la différence de pression en pascal. Bon ça je vais un peu vite, ça y est, vous êtes calés. Du coup il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Donc pi fois le rayon, on fait bien gaffe à mettre en mètres. Donc voilà, exposant 4, fois delta P, on fait bien gaffe à mettre en pascal. Donc il va faire fois 10, fois 10 puissance 3, pardon. Sur 8 fois la viscosité, donc 2,5, fois la longueur qui était en centimètres, donc on la met bien en mètres aussi. Et on trouvait un débit volumique de 1,046 fois 10-16 mètres cubes par seconde. C'est bon pour vous? Je vous laisse un peu de temps peut-être pour écrire. Ouais, c'est bon, bon, nickel. Bon, du coup, on va passer à la question 2. Ah oui, du coup, vous n'étiez pas immunisé, pas de bol. Désolée. Alors, ouais, c'est gratuit. Quelle est la vitesse moyenne d'écoulement du sang dans le capillaire? Alors, donc pour la vitesse moyenne, ça, je sais pas si vous avez tilté qu'on pouvait prendre cette formule. Et donc, c'était débit volumique égale surface fois vitesse moyenne. Pour les fluides réels, du coup, on prend cette formule. Et du coup, la vitesse moyenne, c'était là, on n'a plus qu'à faire passer le S de l'autre côté. Donc, c'est débit volumique sur surface. Et la surface, donc, c'est pi r carré. Ça, pareil, vous commencez à être rodé. Et du coup, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Et on avait donc le débit volumique qu'on a trouvé avant, 1,046 fois 10-16, sur pi fois le rayon qu'on met bien en mètres, 4 fois 10-6, au carré. Et on trouvait une vitesse moyenne de 2,08 fois 10-6 mètres par seconde. Du coup, c'est bon pour vous, cet exo? Ça va, ça allait? Dans les anciens, c'était le diamètre qui était donné. Ah mince, et là j'ai mis... Ah oui, justement, on donnait le diamètre, mais c'était 8 le diamètre. Je reviens. Oui, on vous donnait le diamètre de 8 micromètres. Et justement, ouais, je ne l'ai pas redit, désolé. Mais là, comme on vous demande le rayon, il fallait bien penser à prendre 4, donc la moitié du diamètre. Donc là, dans l'exo, c'était bien, enfin, c'était juste.
c'était, voilà, là. Puis R, c'était 4 fois 10 moins 6. Ok, du coup, bah voilà, vous avez passé au cours d'après. Ok, donc maintenant on va voir un régime laminaire et plus particulièrement la notion de résistance. Du coup, on nous dit que, donc ça c'est la loi de Poiseuille, et donc là on isole la pression. Donc voilà, donc ces deux formules elles vont vous être utiles quand vous parlez aussi de résistance. Du coup, dans la résistance, c'est égal à la variation de pression sur le débit. Autrement dit, c'est égal à ça. Donc, on peut le retrouver facilement à l'aide de cette formule-là. Donc la résistance, elle s'exprime en pascal seconde par mètre moins 3 ou en joule par seconde par mètre moins 6. Donc quand on est en série, donc dans un système en série, donc c'est-à-dire que toutes les résistances elles vont se suivre, là la résistance est à l'équilibre, ou je sais pas, équivalente, pardon, la résistance équivalente à toutes ces résistances, c'est leur somme tout simplement. Donc ça c'est quand on est en série. Ensuite, quand on est dans un système en parallèle, donc on peut le schématiser comme ça, à la différence d'un série, voilà. Là, ça sera par exemple les capillaires sur un système en parallèle. Donc là, par contre, il faut faire attention, l'inverse de la résistance équivalente, elle va être égale à la somme des inverses de toutes les résistances. Du coup, il faudra faire attention pour avoir la résistance équivalente. Dans ce cas-là, il va falloir prendre son inverse. Et non pas, ce ne sera pas la somme, tout simplement la somme des inverses, mais aussi l'inverse de la somme des inverses. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais il faudra faire attention parce que moi, je vous dis ça parce que moi, je sais que souvent, j'oubliais de faire l'inverse et je prenais le mauvais résultat. Donc, on va faire un exo. Du coup, voilà, donc mission Mars, Supilami, en 2020. Du coup, application de formule, dans une partie guidée. Donc, premièrement, quelle est la résistance de votre artère fémorale? Donc là, on va utiliser cette formule-là. Donc, voilà, on fait l'application numérique et on obtient donc 27,4 pascal par seconde par mètre moins 3. Voilà. Donc, on nous dit que malheureusement, le médecin décèle 3 caillots identiques qui réduisent le diamètre de votre artère de 1,2 mm. Ces 3 caillots sont situés les uns après les autres et la différence de pression entre chaque extrémité d'un caillot est de 1,2 fois 10-3 mm de mercure. Donc voilà, donc là, la situation elle est représentée par ce schéma. Hop, donc on va calculer la résistance au niveau d'un caillot, donc à ce niveau du coup ici par exemple. Donc pour ça, on part de la formule donc, du débit qui est égal à la surface fois un volume. Donc en développant la surface donc, qui est égale à pierre carré fois le volume. Donc l'application... Ah oui, pardon, oui, je me suis trompée. C'est le débit, c'est une surface par une vitesse. Pardon, j'ai dit volume, mais voilà, c'est le grand V qui m'a embrouillé. Là, d'ailleurs, il faudrait plus un petit V. Il note pas, non, il note jamais la vitesse avec un grand V. Donc là, c'est bien vitesse et non pas volume. Vous trompez pas comme moi. Donc, on fait l'application numérique. Donc là, pareil, je pense que dans l'énoncé, j'ai pas bien vu, mais ils vous ont donné le diamètre. Donc, pensez bien à diviser par 2. Et n'oubliez pas le carré ici, là, on l'oublie souvent. Et donc, on obtenait un résultat de 1,13 fois 10-6 mètres cubes par seconde moins 1. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'était la résistance. Donc, la résistance, on sait que c'est la variation de pression sur le débit. Donc, attention, n'oubliez surtout pas de convertir la pression en pascal. Donc là, il vous était donné en millimètres de mercure. Du coup, il faut bien la convertir en pascal. On fait l'application numérique. Dans la multiplication de 133,3, c'est bien pour la conversion de la pression. Et donc, on obtenait une résistance de 141 557,5 pascal par seconde mètre moins 3. Pardon, je vais y arriver. Ensuite, à l'aide des schémas précédents et suivants, déterminez la résistance totale dans l'artère brachiale. Donc, voilà, donc ça c'est les schémas qui correspondaient. Dans les 3 caillots, donc représentés en orange jaune ici,
sont identiques, ainsi la résistance calculée à la question 2 sera la même pour les 3 cailloux. Ils prennent la même place, donc la résistance elle sera la même. Donc voilà, en plus on peut dire que c'est un modèle en série, ça viendra après, vous pouvez déjà le remarquer. Entre les cailloux, la résistance sera la même qu'avant et après le caillou, donc R1 est égal à R3 qui est égal à R5 qui est égal à R7, etc. Nous sommes dans le cas où les cailloux sont à la suite, dont la résistance totale correspond à la résistance en série. Et donc, pour faire la résistance totale, on va multiplier par 3 la résistance donc prime, puisque ça sera la résistance donc, de R2, R4, R6, c'est-à-dire la résistance donc qui sont impactées par le caillot, et les autres résistances qui ne le sont pas, puisqu'elles se trouvent entre les caillots. Et donc, on multiplie tout ça et on additionne surtout. Et on obtient du coup une résistance totale de 424 782,1 pascal seconde par mètre moins 3. Donc maintenant, une partie à vous de jouer. Donc là, je vais vous... À quoi correspondent les modèles en parallèle? C'est au niveau des anastomoses ou ça n'a rien à voir? Alors, en mode en parallèle, pardon, ben voilà. Donc là, par exemple, Spoiler. ouais, voilà. Bon, mais après, ça vous donnera un bon exemple. Donc voilà, là, vous voyez bien que en fait, c'est des capillaires. L'ensemble des capillaires, c'est un système en série. Mais après, franchement, ça sera vite, vous le verrez vite. Oui, en parallèle, pardon. Ça sera vite, vous le remarquerez vite, en série, c'est souvent un tube droit tout simple, tandis que dès qu'il commence à avoir des trucs un peu partout, ou des trucs reliés, etc., ça sera en parallèle. Voilà. Donc là, on vous laisse 5 minutes pour faire la partie 2.
Est-ce que vous avez fini? Ou vous laisse encore un peu plus de temps? Oui, oui, oui. Ok, so on y go. Alors, ok. Dans là, on était dans, donc je vous ai spoilé tout à l'heure, on est dans un modèle en parallèle du coup. Donc, on va déterminer la résistance vasculaire d'un capillaire. Donc, du coup, là, il faut bien faire attention d'un capillaire. Voilà. Donc, on utilise pour cela la formule de la partie 1, donc celle-là. On fait l'application numérique et on trouvait 1,76 fois 10 puissance 19 pascal par seconde mètre moins 3. Ensuite, on va calculer la résistance vasculaire totale dans notre beau carré fémoral que le médecin trouvera. Donc, nous sommes dans le cas d'une résistance en parallèle, comme on peut le constater sur le schéma ci-dessous. La formule est donc différente d'une résistance en série. Donc, voilà, la formule de tout à l'heure. Alors, la résistance dans chaque capillaire, c'est la même. Donc, on va pouvoir simplifier cette formule en ça. Voilà. Donc, vous pouvez aussi... Moi, j'avais retenu celle-là, en fait. Donc, l'inverse de la résistance totale fois le nombre de capillaires multiplié par l'inverse de la résistance d'un seul capillaire. Voilà. Et en fait, on peut encore la simplifier en disant que la résistance totale, c'est la résistance d'un capillaire divisé par le nombre d'un capillaire. Donc voilà, cette formule-là, si vous voulez la retirer, franchement, c'est... Donc, il faut bien faire attention parce que c'est dans un cas d'un modèle en parallèle, mais elle est peut-être un peu plus simple que ce gros truc-là. Et donc là, vous n'avez pas le problème de faire l'inverse, de faire attention, etc. Voilà. On fait l'application numérique et on trouvait donc une résistance totale de 7,04 fois 10 puissance 14 pascal par seconde mètre moins 3. Ok, donc là je vous laisse avec Tom pour la formule de Torricelli. Recoucou. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Très bien, pas de questions, on enchaîne. Alors la formule de Torricelli, alors comme son nom l'indique, c'est une formule. Donc ça, elle permet de calculer la vitesse d'un fluide en écoulement. Et c'est cette formule-là. V égale la racine carrée de 2GH. Donc là, normalement, il y a un petit schéma. Oui, donc là, ça ne dépend pas de la nature du fluide. En fait, vous voyez que dans cette équation, il n'y a pas la masse volumique. Donc la masse du fluide importe peu. Peu importe que ce soit du mercure, de l'eau ou, je sais pas moi, du sang. Peu importe. Ce qui importe, c'est vraiment la hauteur et pas la masse volumique. Voilà, donc c'est ça le schéma que vous avez dans votre cours. Vous avez une surface S1 qui a l'air libre, une surface S2, et vous avez une distance H entre deux points, 2 et 1. Donc ce qui importe en fait, c'est la distance entre la surface 1 et la surface 2. Donc, peu importe, donc encore une fois, vraiment peu importe la nature du fluide. Ça, le professeur Duroux va bien insister dessus. Maintenant, exercice 7, partie guidée. Donc vous avez un bel énoncé que je vais passer. Et donc là, vous avez ici un petit... Ah, vous êtes en décalage, non? Non, pas trop. Peut-être ça wifi aussi. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Il y a Ah. un problème, ouais, c'est ça. Ah oui, coup dur. Bah, reviens. Il n'y a plus de quoi? Ah oui, c'est vrai, il n'y a plus. Ouais, mais il n'y a plus Vous de êtes diapo. bloqué à la formule de Torricelli avec le petit schéma là. Bah non, mais t'as on a l'exo. enchaîné. Attends, mais je me connecte avec... je me connecte avec... Alors, ouais, j'arrive, Ils j'arrive. sont bloqués. En fait, nous, on a passé les diapos et eux, c'est resté bloqué là et il n'y a plus notre caméra. Ah, c'est pas mal. Ouais. Il y a un On bug. arrive, on règle ça, les loulous. Mais il y a un bug. En gros, le diapo il s'est bugué. Enfin, il s'est stoppé à ça alors que nous, on était en train de passer à autre chose. Et il n'y a plus nos caméras. Là, je t'ai mis dans mon D'un partage coup, de comme ça. connexion. Bah dis donc.
C'est pas mal ça. C'est pas mal. Quitte et reviens. Oui, je m'en vais. Alors, je vous laisse quelques instants et on revient. C'est censé... Ah voilà. Rebonjour. Alors, on va regarder. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Super. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, je vais essayer de vous remettre ma sale tête. Oula, en effet. En effet. Ça fait longtemps. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? C'est bon? Ouais, normalement c'est bon. Et c'est bon. Donc j'enchaîne maintenant. On est dans le cadre de l'arsenic. Donc désolé pour ce petit imprévu, on a eu un petit problème. Donc l'arsenic est un poison, et si le volume de poison dans la pièce est supérieur à 5,5 fois 10-3 mètres cubes, il y a un vrai risque pour Gwen. Donc, oui. Donc, on nous dit que le trou est à 5 cm du fond, que la hauteur de l'arsenic dans la bouteille est de 20 cm, que la hauteur de la bouteille est de 26,5 cm. Donc ça, c'est toutes ces données qu'il va falloir que vous complétiez, enfin qu'on complète ici vu que je vous guide. On vous donne G, le diamètre du trou qui vaut 0,2 cm, et Gwen va rester bloquée 16 minutes dans cette cave avant que Clémentine trouve un moyen de la faire sortir. Donc, maintenant, on va compléter ce schéma. Donc, on nous dit que la hauteur de la bouteille est de 27,7 cm, donc c'est Z3. On nous dit que la hauteur de l'arsenic est de 20 cm, donc ici on voit que le liquide va de là à là, donc c'est 20 cm. Et on nous dit également que le trou est à 5 cm du fond. Donc, la distance, enfin la hauteur Z1, elle est de 5 cm. Mais attention, c'est pas la hauteur. La hauteur, c'est la distance entre le sommet de l'arsenic, entre la surface S1 que vous aviez dans le schéma précédent, et le trou. Donc la distance H, elle vaut 15 cm. Ça, faut bien faire attention entre hauteur du trou et hauteur du liquide, entre le trou et la surface. Donc maintenant, d'après la fameuse formule de Torricelli, V égale 2 fois G fois H. Et donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la hauteur, c'est 15 cm. Est-ce que vous avez compris l'histoire des 15 cm? Je vois du oui, donc je continue. Maintenant, application numérique, on a la hauteur, c'est la seule inconnue qu'on a, et on obtient une vitesse de 1,72 mètres par seconde. Donc, est-ce que Gwen est en danger? Donc, première étape, donc on va faire par différentes étapes. Donc, on calcule le débit en sortie de l'arsenic. Donc, un débit, ça correspond à D, et là, il faut mettre l'unité. Qu'est-ce que c'est l'unité du débit? Allez, je vous fais un peu participer. Non, mais essayez de démute, parce qu'à écrire, c'est vrai que c'est... Voilà, donc c'est des mètres cubes par seconde, c'est ça, tout à fait, Quentin. Et donc, ça signifie que c'est une vitesse... Qu'est-ce qu'il y a écrit, pardon. Ça signifie que c'est une vitesse pour un volume, et non une vitesse linéaire. Et donc, un débit, c'est aussi une vitesse multipliée par des surfaces. C'est l'équation de continuité. Donc, c'était peut-être écrit d'ailleurs, que QV égale S fois V. Donc, c'est ça, ça donne un débit en mètres cubes par seconde moins 1. Dans l'énoncé, on nous donnait le diamètre du trou, soit 0,2 cm. Donc, encore une fois, il faudra prendre le rayon. Donc on sait que QV c'est S fois V, on sait que S c'est pi R au carré, mais si on veut prendre le diamètre, on sait que R c'est le diamètre divisé par 2. Donc le diamètre divisé par 2, tout ça au carré, ça donne un diamètre au carré divisé par 4. Voilà. Et donc l'application numérique, on obtient que QV vaut 5,4 fois 10 moins 6 mètres cubes par seconde moins 1. Maintenant, on sait que QV, donc comme on l'a dit tout à l'heure, comme Quentin l'a dit, c'est un volume divisé par un temps. Sauf que là, on veut calculer le volume pour voir s'il est supérieur
à ce qu'on nous donnait dans l'énoncé. Donc le volume, c'est QV fois le temps, c'est un produit en croix. Et le volume, sachant qu'on voulait voir, enfin on nous disait que Gwen était coincée depuis 16 minutes, donc on fait 16, on multiplie en secondes vu que le débit volumique c'est des mètres cubes par seconde, et on obtient un volume de 5,18 fois 10 moins 3 mètres cubes. Et maintenant on va le comparer par rapport à ce qu'on avait dans l'énoncé. Donc notre volume c'est 5,18 fois 10 moins 3 qui est inférieur à 5,5 fois 10 moins 3. Donc Gwendoline va échapper à la mort grâce à Clem qui va l'aider et ouvrir la porte à temps. Est-ce que c'est bon pour vous? Avec ce petit problème technique, est-ce que ça a été bon quand même? Ok, super. Et maintenant, vous avez une petite partie, à vous de jouer, et vous avez 5 minutes. Ils vous entendent même. Oh bordel, non, non, coupe le micro. Bonjour à tous.
Bon, allez, on enchaîne. Silence dans la salle. Merci bien. Est-ce que c'est bon pour vous? On vous a laissé un peu plus de temps, je pense que c'est bon. Peut-être pas. Mais, oui, c'est bon. Alors, on vous disait, donc dans l'énoncé, il y avait ça qui était important. On est dans le cas d'un pot qui est carré, rempli aux 3/4 de cyanure. On vous dit que la hauteur du pot est de 6 cm, que le trou est à 1,2 cm du fond et que le diamètre du trou est de 0,3 cm. Maintenant, on veut calculer la vitesse du cyanure à la sortie du pot. Comme d'habitude, on va procéder par étapes. Donc ça, les étapes, vous allez les retrouver mécaniquement. Il faut calculer d'abord la hauteur de cyanure dans le pot. Donc on nous dit, dans l'énoncé, que le pot est rempli aux 3/4 et donc que la hauteur du liquide correspondra aux 3/4 de la hauteur totale. Donc la hauteur du liquide, c'est les 3/4 de la hauteur du pot. Donc la hauteur du liquide, c'est 4,5 cm. Donc ça, c'est la hauteur du liquide dans le pot. Mais ce n'est pas la hauteur du cyanure entre le trou et la surface du pot. Donc maintenant, on calcule la vitesse du liquide. Donc on a 6 cm ici en Z3, on a du coup 4,5 cm en Z2 et 1,2 cm en Z1. Donc la hauteur ici, c'est 4,5 moins 1,2, donc c'est 2,3 cm. En application numérique, ça nous donne une vitesse de 0,8 mètres par seconde. Maintenant, on vous demande de calculer le débit. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, un débit, c'est un volume divisé par un temps ou une surface multipliée par un volume. Donc, dans l'énoncé, on nous donne un trou qui a un diamètre de 0,3 cm. On convertit bien sûr ce diamètre en un rayon et on le convertit en mètres. Donc, vous savez que Q, c'est égal à S fois V. Ça, vous savez maintenant que S, c'est pi r carré. Et donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, que R au carré, c'est égal à D au carré divisé par 4. Donc on peut remplacer directement avec le diamètre, et on obtient en faisant l'application numérique. Donc là, vu qu'on divise par 4, on garde le diamètre, mais on le convertit quand même en mètres. Donc ça nous donne un débit volumique qui vaut 5,65 fois 10 moins 6 mètres cubes par seconde moins 1. Et voilà un petit montage qui fait toujours plaisir de Among Us. Est-ce que c'est bon pour vous avant qu'on passe au tube de Pitot? Alors ça écrit, ça écrit. C'est bon, c'est bon. Bah, je vous laisse avec le tube de Pitot avec Clem. Clem, c'est bien. Hop, donc salut. Alors le tube de Pitot, ça va pas être super long. Donc c'est un dispositif de mesure de vitesse. On va dire que c'est un manomètre différentiel. Donc il y en a un qui est utilisable que pour les liquides. C'est le petit schéma là qui vient de s'afficher sur la droite. Et vous allez voir qu'il y en a un autre. Bon, je vais d'abord vous parler de celui-là. Donc celui qui est utilisable que pour les liquides, donc ce petit schéma-là, dans ce sens-là, on va utiliser la formule vitesse égale racine de 2GH, que vous avez vu tout à l'heure. Mais pour le type de Pitot qui est utilisable dans les liquides et les gaz, donc c'est voilà, ce schéma-là. Vous voyez ici que, bon, je vous verrai après avec la formule. La formule qu'on va utiliser, ça va être vitesse au carré égale 2GH fois la masse volumique du mercure moins la masse volumique du fluide sur la masse volumique du fluide. Donc ici sur le petit schéma, en couleur, vous avez le fluide et vous avez du mercure ici en bas, parce que la masse volumique est plus grande. La masse volumique du mercure sera plus grande. Donc voilà. Et, ah oui, ça c'est que tout n'est pas affiché. Mais les conditions de validité des mesures, il faut bien toujours regarder que la vitesse est plus grande que 1 mètre par seconde pour les liquides et plus grande que 30 mètres par seconde pour les gaz. Voilà, c'est ça le cours sur le tube de Pitot. Donc, est-ce que ça va pour vous? Dites-moi dans le chat si ça va. Il faut bien si faire vous avez bien attention, compris. ici c'est un V carré Ouais, bien faire dans la attention. deuxième formule. Je me Voilà. trompais souvent dedans. Bien tilter quelle formule et dans quelle situation vous êtes et prendre quelle formule. Du coup, vous allez avoir un exo, c'est E direct. Et Je sais plus. Non, il y a une première partie où je le fais avec vous. Alors, donc, cette année 2020 n'a pas été de tout repos. Cependant, votre amour de la biophile vous pousse à expérimenter toujours plus. Vous pouvez décider de mesurer la vitesse d'écoulement d'un liquide avec un manomètre différentiel, donc le tube de Pitot qu'on vient de voir juste avant. À l'aide d'un tube de Pitot plongé dans le liquide, vous observez une différence de hauteur entre les deux tubes de 10 cm. Donc votre différence de hauteur ici, H, sera de 10 cm.
Donc dans les données, on vous donne la constante de gravitation de G égale 9,81. Bon, je pense que vous commencez à bien la connaître. Ah, il y a une question. Je n'ai pas bien compris pourquoi il y a une différence entre les liquides et les gaz. Vous pouvez réexpliquer. Je reviens sur le cours. En fait, c'est juste qu'il y a une formule différente. Et en fait, c'est juste parce que en fait, le tube de Pitot, il est retourné. Et ici, c'est pas de l'air qui est en dessous, c'est du mercure qui est dedans. Voilà, donc en plus, il y a un élément en plus qui est le mercure. Et c'est ce mercure qui est pris en compte dedans. Voilà. Voilà. Dis-nous si ça va un peu mieux, Anne-Sophie. Voilà. Ok, voilà. C'était juste ça. Donc, on revient à mon exo. Donc, la première question, sachant que nous sommes dans le cas d'un liquide, quelle formule allons-nous utiliser? Ça, on vient de le voir. Donc là, on va prendre un tube de Pitot qui est uniquement pour les liquides. La formule, en plus, elle est plus simple, et donc c'est V égale racine de 2GH. Voilà. Ensuite, la deuxième question. Quelle est la vitesse d'écoulement du liquide étudié? Donc là, on reprend notre formule, V égale racine de 2GH. Et on fait une application numérique pour avoir la vitesse. Donc racine de 2, G 9,81. Et la hauteur a été de 10 cm, donc on fait bien attention à la mettre en mètres. Donc c'est pour ça le x 10 moins 2. Et on trouve une vitesse de 1,4 mètres par seconde. Je laisse un peu de temps peut-être pour écrire, mais ça va assez vite. En plus, il y avait une phrase. Donc la vitesse d'écoulement est donc de 1,4 mètres par seconde. Et on fait bien attention, comme je vous l'ai dit, à convertir les centimètres en mètres. Du coup, partie 2, là, on va vous la laisser vous faire, ouais. 4 minutes. Donc on vous laisse 4 minutes environ. De toute façon, vous nous direz si vous avez fini avant. Bon courage. Est-ce que vous avez terminé la deuxième partie du tube de Pitot? Oui, oui, oui. Bon. Ah non. Ah non. Non. Bon, Bon, on laisse une encore un peu de minute, temps. alors. Je crois qu'on était un peu dans de toute façon.
C'est bon pour tout le monde du coup maintenant? De toute façon, c'est la dernière partie, vous aurez plein de temps Oui, après. c'est bon. Ouais, bon allez, vamos. Alors du coup, deuxième partie, la première partie était trop facile. Bon, apparemment. Donc vous décidez de complexifier un peu les choses. On va prendre un tube de picot avec du mercure. Du coup, ouais, les graduations pardon, étaient effacées. Et pour remédier à ça, on plonge le tube dans une solution ayant une vitesse d'écoulement de 1,5 mètre par seconde moins 2. Oui, c'est mètre par seconde moins 2. Là. Il y a une vitesse d'écoulement de 1,5 mètre par seconde Oui, c'est moins 2. Ouais, l'accélération. Non, Ok. je crois que c'est une petite coquille, ça. Vitesse Ouais, bon, c'est d'écoulement. peut-être une coquille. Je pense que c'est mètres par seconde Mhm. ici. Je pense aussi. Mais voilà, bon, ça changeait rien à l'exo. Du coup, dans les données, on a la masse volumique du mercure, donc 13,6 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, et la masse volumique de cette solution, dans laquelle on plongeait notre tube de pitot, à 3 grammes par centimètre cube. Alors d'abord, on va isoler le H dans la formule du tube de pitot. Donc ici, pour ce tube de pitot-là, quand on parle du mercure et tout ça, on prend l'autre formule, donc pour le tube de pitot des gaz et des liquides. Donc c'était cette formule-là, V carré égale 2GH fois masse volumique du mercure moins la masse volumique de la solution sur masse volumique de la solution. Donc ici on voulait isoler le H, donc voilà, c'était pas très compliqué, il fallait juste diviser V carré par tout le reste, donc par 2 fois G fois masse volumique ρ du mercure moins ρ solution sur ρ solution. Donc voilà, ça c'était pour la question 1, je laisse peut-être un peu de temps. Ensuite la deuxième question, donc calculer cette fois la hauteur en centimètres. Du coup, on utilise toujours la formule de base, et là on a trouvé en isolant H dans la première question, donc on reprend cette formule-là. Et il faut bien penser à harmoniser les unités, ça toujours dans tous les exos de toute façon. Et du coup ici on vous donnait des masses volumiques qui n'étaient pas dans les mêmes unités. Donc la masse volumique de la solution, qui était de 3 grammes par centimètre cube, il faut bien la passer en kilogrammes par mètre cube. Donc vous vous rappelez, là par exemple, on veut passer donc en kilogrammes, donc des grammes en kilogrammes, c'est 10-3, et des centimètres cubes en mètres cubes, c'est 10-6. Donc on fait x 10-3 sur 10-6, et ça revient à faire x 10 puissance 3. C'est pour ça que 3 grammes par centimètre cube, ça va faire 3 x 10 puissance 3 kg par mètre cube. Du coup, l'application numérique, une fois qu'on avait harmonisé tout, on pouvait appliquer. On avait tous nos chiffres. Donc H, pardon, je reviens juste avant. Voilà, H, la vitesse, donc H égale la vitesse au carré sur 2 fois G, donc 9,81, fois la masse volumique du mercure, donc 13,6 fois 10 puissance 3, moins la masse volumique de la solution, donc 3 fois 10 puissance 3, sur le ρ de la solution, donc 3 fois 10 puissance 3. Et on trouvait une hauteur de 0,032 mètres, donc de 3,2 cm. Voilà. Du coup, c'est la fin pour l'exo. Nos beaux Insta. Donc on va vous faire le listing de toute l'équipe de Ajoutez Biophile. plus sérieusement Tom KRLR, ainsi que Clémentine et Rimlae. Léa. Voilà. J'avais Sûr. tout.